Bienvenue sur Info 83, vous nous avez manqué, c'est Côté Sport avec Yves Mérins. Bonjour Yves. Bonjour Thierry. Je dis vous nous avez manqué, tu nous as manqué Yves, parce que Ouais, mais ça c'est fait trois lundis que nous ouais, ne mais c'est sommes... réciproque. Puis on a laissé Emmanuel Macron faire sa tambouille, donc Voilà, oui, c'est vrai. Moi j'étais suspendu, donc j'ai pas pu venir. Mhm. Que des beaux gosses autour de cette table, que des beaux gosses. On a tout d'abord, on va commencer par l'invité qui est pas en plateau. C'est un joueur de rugby, un ex-joueur de rugby, Francis Laglaise, qui est avec nous en direct de Tarbes. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Comment ça va Francis? Qu'est-ce qu'il est beau Ben, ça va gosse très bien. Francis? Qu'est-ce Pardon? qu'il est beau gosse? Ah, je crois qu'à côté de toi, il y a aussi de la qualité. Ah, il y a de la qualité. C'est Aubin Hubert qui est avec nous également. Autre beau gosse, salut Non, parce que je le vois sur mon écran de contrôle, je croyais qu'il était loin aussi. Il est à côté de moi. Moi, je suis Aubin juste Hubert. là, ouais, je suis à Toulon. Ouais. Ça va, tu vas Bonjour. bien? Ah, super, merci de l'invitation, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Alors Yves, il a concocté, c'est Yves Mérins, donc le rédacteur en chef de cette émission, qui a concocté ce plateau. Tu voulais reconstituer une paire? Oui, parce qu'en préparant l'émission la semaine dernière, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit qu'à Marseille, il y avait un grand match de rugby qui était Toulon-Toulouse. Et en regardant les compositions d'équipe, je me suis aperçu qu'il y avait probablement les deux meilleures charnières de France. D'un côté, Antoine Dupont et Romain Ntamak, et de l'autre côté, euh, Baptiste Serin et Louis Carbonel. Bon, je me suis dit, il faut qu'on demande à quelques experts de venir nous parler de ces gens-là qui sont au plus haut niveau. Et donc, j'ai pensé immédiatement à deux vieux complices, Aubin Weber et Francis Laglaise, qui m'ont fait vivre des heures extraordinaires au RCT. On va se remémorer qui est Francis Laglaise et qui est Aubin Hubert. Vous avez joué ensemble, bien évidemment, à Toulon notamment. Alors, on a débuté à Bagnères de Bigorre. Le Bagnères club, de Bigorre. exactement, dans le sud-ouest, donc où le président Jean-Noga Chassin, dit Peter Pan, voilà, était le président, et Jean-Michel Aguirre, l'entraîneur. Donc voilà, Francis, lui, a été même champion de France en cadet avec Bagnères de Bigorre, au Parc des Princes. Donc, parce que les cadets à l'époque jouaient en levée de rideau de la finale. Et c'est vrai que voilà, moi je suis arrivé en 84, j'avais 17 ans et demi, et voilà, l'aventure a démarré là en première division. Demi de mêlée, demi d'ouverture ensemble. Donc, notamment, vous avez fait les belles heures aussi à Toulon. Hein. Ouais, on a joué à Toulon ensemble. Quand je suis arrivé, moi, en 91, Francis est venu avec moi. Jean-Claude Balator et André Herrero nous ont recrutés ensemble. Alors, avant de passer donc la parole à Yves, Francis, quel souvenir gardes-tu de Toulon? Parce que tu es à Tarbes aujourd'hui. Un merveilleux souvenir dans la mesure où c'est un club dont l'importance se vérifie lorsque vous l'avez quitté. Donc c'est un club qui est vraiment très structuré, même à l'époque qui était structuré avec des personnes de qualité autour du club, avec une ambiance et une ferveur populaire que l'on n'a pas ou que l'on n'a plus dans le sud-ouest. Et ça, vraiment, ça a été marquant pour moi. Et lorsque je l'ai quitté, peut-être à regret ou à tort, en 94-95, et c'est là où on s'aperçoit de l'importance de ce club et l'image qu'il véhicule. Parce que tout en discutant avec d'autres clubs, d'autres dirigeants, on voit l'importance du rugby club toulonnais dans le paysage rugbystique français. Tu avais dit qu'à Toulon, j'ai lu une interview de toi qui date de 96. Hein. Je suis allé très très loin. Tu avais dit qu'à Toulon, c'est d'abord la rigueur obstinée du jeu d'avant. Mais tu te rappelles plus, Oui, tu avais c'est vrai déclaré que, ça. oui, c'est vrai que si on analyse vraiment en profondeur, il est évident que bon, dans le sud-ouest, que ce soit à Bagnères ou que ce soit à Lourdes, bien entendu avec Aubin à mes côtés, on était davantage axé sur un jeu de mouvement, sur des prises d'initiatives collectives et individuelles, où d'abord on s'occupait du jeu et ensuite on s'occupait de l'enjeu. Et lorsque on est venu au stade, au rugby club toulonnais, il est évident que l'on a eu des prérogatives beaucoup plus restreintes, même si on était aussi pour le jeu, mais on avait des prérogatives restreintes avec des coachs qui nous un petit peu clarifiaient le terrain sur des zones de jeu au pied, de jeu vers les avants, de jeu vers les extérieurs. Mais lorsque vous étiez dans le camp adverse, donc c'était complètement différent. Et puis, une culture
même si c'était une culture du beau jeu ou du soi-disant beau jeu, même si pour l'instant il n'y en a plus dans le Sud-Ouest. Hein. Il faut voir les équipes où elles sont en fédéral, mais il est vrai quand même que la culture toulonnaise implique d'abord un état d'esprit et le fait, comme ils disent, de s'envoyer. Yves. J'ai eu la chance de passer une dizaine d'années à la suite de mes études à Toulouse et je me rappelle de quelques remarques des gens de là-bas, qui sont d'ailleurs extraordinaires. Hein, je ne cache pas que j'ai passé 10 années formidables. Quand ils parlaient de Toulon, c'était vraiment à la fois, ils étaient très critiques parce qu'ils n'aimaient pas ça, ils n'aimaient pas ce club, ils n'aimaient pas cette façon de jouer. Alors je me demande s'il n'y avait pas un peu de peur derrière ça. Et puis finalement, avec le haut niveau qui est arrivé, les grandes villes qui sont arrivées, je crois qu'ils ont appris quand même dans le Sud-Ouest à respecter Toulon, à aimer Toulon. Et ils se régalent maintenant, ces gens-là, de venir jouer à Mayol ou de temps en temps à Marseille. Oui, alors c'est vrai que pour rejoindre un petit peu les propos de Francis, c'est vrai que étant dans le Sud-Ouest, on avait plutôt le jeu sur le jeu déployé et les prises d'initiative. Alors après, bien sûr que le combat fait partie de notre sport. C'est un sport de combat collectif. Et c'est vrai que Toulon met une grosse partie dans ce secteur de jeu, notamment dans le combat. Et moi, pour avoir vécu un petit peu aussi sur les bords de Toulouse, en écoutant un petit peu le professeur Bru à l'époque. Robert Bru, oui. Donc, qui disait tout simplement, quand vous jouez Toulon, il faut les amener au combat et très vite sortir le ballon parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Donc voilà, c'était un peu ce qui se passait. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. C'est 30 ans que je suis ici, donc je me suis vraiment très vite adapté à ce jeu toulonnais où bien sûr, bon, le jeu des fois allait vers les ailes, mais plus souvent s'arrêtait au neuf. Je connaissais bien Robert Bru parce que c'était mon prof à Crêpes et l'Espinay, donc j'ai passé des années merveilleuses avec lui. Et puis c'est vrai qu'il a laissé une trace dans ce jeu, quoi. Hein. C'est lui qui a inventé C'est lui le papa de Villepreux, de Scrella, et voilà, même Novès. Hein. Ouais. Donc c'est bien. Bon, je voulais dire aussi qu'on a eu au RCT une chance inouïe quand même, parce que on parle toujours du paquet d'avant, tout ça, mais je regardais un peu, j'ai essayé de fouiller un peu dans ma mémoire, mais depuis Jérôme Gallion, au niveau des demi de mêlée, on a eu Aubin Weber, on a eu Pierre Mignoni, on a eu Michalak, on a eu Grégan, on a eu Toulouse Bord, on a maintenant Serein, on a eu le coach Laporte qui était un ancien numéro 9. Au niveau des 10, bon, de Covy à Carbonel, Jo Mazo a fréquenté le RCT, Merceron, Delegue, Laglaise, Mertens, Wilkinson. Bon, je veux dire qu'on a été quand même drôlement gâtés sur ces deux postes-là. Hein. C'est quand même. Mais après, c'est des postes importants. Hein. Et on sait très bien que dans une épine dorsale d'une équipe de rugby, bien sûr, il y a le 2, le 8, 9 et 10 qui sont en règle générale les gestionnaires du jeu. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a les autres joueurs qui sont là pour finaliser un petit peu les actions et accompagner ces joueurs-là. Mais c'est vrai que le 9 et le 10 sont une partie prenante et incontournable du jeu stratégique. Francis, est-ce que les postes 9 et 10 ont évolué au cours des années? Depuis ton époque, ils ont évolué. Oui, tout à fait. Ils ont évolué déjà. Comme le dit si bien Aubin, c'est un poste stratégique, que ce soit numéro 9 ou numéro 10. Mais ce n'est pas pour rien que le poste de numéro 10, maintenant vous avez 7 des plus gros numéros 10, des plus grands numéros 10 sur 15 au monde, qui ont des salaires les plus élevés. Lorsque vous voyez des Finn Russell, des Nicolas Sanchez, des André Pollard à Montpellier, ce sont Owen Farrell, Dan Bigard. Donc ce poste, c'est un poste très important dans le rugby d'aujourd'hui, au même titre que le poste de numéro 9, car ce sont des décisionnaires. Ils sont au carrefour des décisions d'une équipe, et ça va même au-delà parce qu'ils participent à la vie de l'institution. On le voit à Bordeaux, où Christophe Furios, par exemple, fait énormément participer Mathieu Jalibert et Maxime Lucu. Donc ce n'est plus uniquement une question de jeu sur le terrain, ça va beaucoup plus loin. Donc ces postes-là ont énormément évolué. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que on voit à partir de, je pense, vers les années 2010, où les GIFs ont apparu, donc où on fait justement la part belle aux jeunes Français, avec 2 titres aussi qui sont venus valider de champion du monde des moins de 20 ans. On n'hésite pas à lancer des jeunes, et maintenant, ces jeunes, ils performent. Carbonel, Ntamak,
Astoy, Léo Berdeux. Donc, il y a quand même dans ces postes-là des joueurs de qualité et des jeunes de qualité, ce qui me fait dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que l'on a à la maison. Aubin, avant le rugby, c'était combat, conquête, puis le ballon sortait 9-10 et puis les trois quarts. Aujourd'hui, ils sont bons un peu partout. J'ai l'impression que les 15 joueurs sont un peu formatés un peu de la même façon. Je vois des piliers, des talonneurs jouer comme des trois quarts, etc. Est-ce que le 9 et le 10, ils arrivent à rester les patrons du jeu dans ces 15 qui ont changé? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le rugby est devenu moderne. On ne va plus d'une touche à une mêlée. Il y a deux parties prenantes de la conquête, qui est la touche à la mêlée, où les postes sont vraiment spécifiques, où il y a des piliers avec des numéros. Mais après, dès que le jeu est parti, il n'y a plus de poste. C'est-à-dire qu'un pilier ou un talonneur est capable de faire une passe d'un demi-mêlée, ou comme... Alors, du jeu au pied, j'ai vu une seule fois, moi, Christian Califano faire un jeu au pied, mais très, très peu, par contre, de jeu au pied. Troisième ligne, ils sont capables de le faire. Mais après, c'est vrai qu'en termes de gestuel et de prise d'initiative, chaque joueur sur le terrain est capable de réaliser une passe de 10 mètres, 15 mètres, de gauche à droite. Voilà, ils ont des qualités techniques aujourd'hui hors du commun. Et c'est d'ailleurs ce que disait, puisque vous en avez fait référence tout à l'heure, Robert Bru, donc il disait qu'il n'y a une seule façon de jouer au rugby, si on veut être à la fois efficace et spectaculaire, pratiquer un jeu complet permanent qui concerne toute l'équipe à tout moment. Voilà, et c'est pour ça qu'il insistait sur les méthodes d'entraînement également. Il ne faut pas apprendre aux jeunes des gestes techniques, mais à déchiffrer le jeu. Oui, alors ça, moi, je suis un peu. Sceptique. C'était là où j'étais un peu en désaccord avec Ah ouais un petit peu avec Pierre Villepreux, tout simplement parce qu'une fois dans une conférence où il expliquait justement ça, je lui dis oui, ok, bien sûr. Je pense que c'est l'alternance un petit peu, c'est une alchimie des deux, parce que tout simplement, si moi techniquement j'ai une passe à faire de gauche à droite dans un collectif, je dois allonger une passe de gauche à droite de 10 mètres pour décaler mon ailier, et si techniquement je ne suis pas capable de le faire, ça va induire automatiquement ma décision de jouer ce coup-là. Donc je pense que ça passe par la technique. Oui, il faut de la technique individuelle au poste, bien sûr. Aujourd'hui, quand on voit un gamin faire une chistera, faire un jeu au pied par-dessus, récupérer un ballon, on trouve ça exceptionnel, ou un cadrage des bords. Mais nous, on faisait que ça avant. Parce que la technique individuelle, dans un premier temps, elle est importante, après liée au collectif. Si tu veux intervenir, Francis, ne te gêne pas, ne te prive pas, surtout. Oui, je voudrais justement rajouter à vos propos le fait que c'est vrai que Robert Bru fut un petit peu le papa de la méthode toulousaine, mais avec une autre approche, avec l'approche notamment d'une charnière décisionnaire, c'est-à-dire que il est davantage et il a été davantage dans le jeu amène l'enjeu qui amène le résultat. Donc la charnière était davantage préoccupés non pas par l'enjeu ou le résultat, mais par le jeu. Et c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place. Yves. Francis, quel est le meilleur numéro 10 au monde aujourd'hui? C'est très difficile. Ou celui que tu préfères. Voilà. Mouille-toi, mouille-toi. Honnêtement, il y a de très bons joueurs. Certains davantage dans une expression individuelle comme Finn Russell, mais qui collectivement, vous met un collectif sans dessus-dessous, car il n'a pas de rigueur, mais offensivement, il est bon. J'aime bien aussi le petit Louis Carbonel, car il a des qualités énormes, 23 ans, c'est un enfant de Toulon, c'est un joueur qui a encore une énorme marge de progression. Alors, c'est sûr que, Romain Ntamak a cette capacité à jouer dans la défense, à cette capacité de lecture de jeu. Il est aussi très bon dans la gestion d'une rencontre où il a passé encore un palier. Il joue très bien dans la défense. Il a des jambes très bonnes défensivement et aussi une régularité dans les tirs au but. Donc, c'est un scoreur. Et en plus, il joue, bien sûr, dans une grande équipe. Ce sont des joueurs que j'aime beaucoup. Et c'est vrai aussi que le petit Mathieu Jalibert, même s'il est davantage dans une phase un petit peu de joueur à solo, il a des qualités énormes. Il est capable de breaker une défense, de fracturer la moindre position défensive. Par contre, il est un peu plus en difficulté lorsqu'il faut gérer le jeu, lorsqu'il faut calmer tout cela et lorsqu'il faut être pragmatique. Même s'il a progressé aussi. Mais ce sont à peu près les 3-4 joueurs qui vous donnent envie d'aller voir un match de rugby.
Aubin, je ne te parle pas du meilleur numéro 9 du monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, bien sûr, Antoine Dupont actuellement domine ce poste tellement il a une classe. Il y a des extraterrestres dans tous les sports dans une décennie. Il fait partie de ces extraterrestres, voilà, tout simplement, comme Zidane, comme Mbappé en ce moment en foot. Voilà, mais pour revenir un petit peu au numéro 10, c'est vrai que aussi, moi, ce que j'aime bien en Louis, c'est cette froideur qu'il a aussi. Par contre, il est par moment, il peut être déstabilisé par un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Là, il est en train de devenir un vrai patron. Et je pense que ce qu'il a subi un petit peu, un peu ses affronts, un peu au début de saison avec Toulon, l'a fait grandir. L'a fait grandir par rapport un petit peu à cette maturité qui à un moment donné, où il n'osait peut-être pas assez s'imposer. Là, il est en train de vraiment s'imposer. Malheureusement, il va nous quitter à la fin de la saison. Mais bon, après, Romain Tamac est quelqu'un de un peu, je le compare un peu à Romain Tamac à Johnny Wilkinson. C'est une froideur un petit peu chirurgicale. Il est là, il est calme, il a son jeu au pied, il sait où il va. Il a de la qualité technique. Donc voilà, après, la différence de Louis, moi je le mettrais un peu comme Jalibert, un mec qui est capable d'attaquer la ligne, de jouer un peu son duel. Voilà, alors que Romain Tamac est beaucoup plus classique, capable de jouer un duel, mais plutôt classique d'organisateur de ligne. Dans les champions du monde du 20, tu avais décalé Romain Tamac au Ouais. centre pour faire une belle place à Louis. Oui, parce qu'on avait considéré avec Sébastien Piccoroni qu'il fallait mettre tous les talents sur le terrain et la possibilité d'avoir Louis Carbonel sur le terrain en tant que 10 et Romain Ntamak en tant que centre, parce que Romain Ntamak a la possibilité de jouer centre. Louis, un peu moins. C'est plutôt vraiment un réel 10. Romain Ntamak est capable de jouer 10, 12 et voire même peut-être arrière. Mais bon, plutôt, voilà, mais c'est plutôt un 10 centre. Maintenant, il va nous obliger à faire des kilomètres, à aller voir des matchs à Montpellier. Ouais, petit C'est Louis, oui, incroyable. bien sûr. Bon, je crois que tout le monde est triste de son départ quand on voit. Sauf quelques dirigeants. Ouais, écoutez, après ça leur appartient. Je pense que la décision a été prise par le président, c'est clair. Donc c'est son problème à lui, sa conscience. Après, il a très bien dit, le président Lemaître, que les portes du Rugby Club Toulonnais n'étaient pas fermées à Louis. Il part sur une autre aventure. Peut-être que ça va le faire grandir encore plus aussi. Ça va lui faire permettre un petit peu de sortir de cette pression toulonnaise parce qu'on la connaît. Et voilà. Et puis il va certainement aussi apprendre ailleurs parce que bon, et pour mieux revenir. Bon, samedi, il y a eu un grand match à Marseille, Toulon-Toulouse. Je sais que tu y étais, Aubin. Oui. Comment tu as vécu ça et un mot sur la délocalisation. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben écoutez, moi j'étais coach sur la première délocalisation ben justement en 2008 quand Mourad Boudjelal avait décidé de délocaliser ce match. Au départ un peu sceptique, tout le monde, même moi le premier. Mais après, quand on a vu cette fête et cet engouement qu'il y a eu, parce que là, bien sûr qu'à Mayol, il y a beaucoup de Toulonnais, il y a des gens un petit peu de la région, mais beaucoup de Toulonnais. Il y a très peu de places, donc il y a 18 000 places. Donc on ne peut qu'accueillir que 18 000. Au stade Vélodrome, il y a 65 000 places. Donc on peut accueillir les Toulonnais, la région Barrois, le département Barrois, plus la région, plus les autres, l'Occitanie et tout. Donc 65 000 il y avait 64 000 des poussières. Mais c'était une fête exceptionnelle. Et moi, je me rappelle en 2008, le premier pilou-pilou, c'était énorme. C'était énorme. En plus, il faisait un temps magnifique, c'était la journée. On avait joué à 15h ou 16h. Donc voilà, et puis là, belle fête. Belle fête bien organisée avec la Ligue, il y avait tous les trophées qu'on peut voir actuellement dans le monde, avec la fameuse Coupe Webb Ellis, qu'on espère un jour en 2023 la lever, l'équipe de France lever ça. Et donc voilà, non, mais c'était une très très belle fête, et puis surtout une belle victoire de l'équipe. Voilà, parce Victoire que 19 à 15, les fêtes c'est bien, mais les victoires sont mieux. Francis, comment tu as vécu ça, toi, de l'extérieur, ce Toulon-Toulouse? Ah, c'est un magnifique match, et surtout on a un magnifique avant-match et après-match. Mais c'est vrai que tous les acteurs là se situent un petit peu dans une sphère émotionnelle très sensible. On sent que le moindre déséquilibre, que ce soit causé par les coachs, causé par la ferveur populaire, causé par les joueurs ou l'arbitre, ça vous met à mal un collectif. Donc c'est vrai que ce sont des ressentis que les joueurs aiment avoir. Et c'est vrai que Mayol, 15 000 personnes, peut-être qu'il en rentrerait le double, voire le triple. Mais c'est vrai que cette localisation à l'Orange Vélodrome, de même, on voit la problématique à Bordeaux, où Chaban-Delmas a 30 000 personnes pratiquement tous les week-ends.
et ils refusent du monde. Donc, il y a justement une expansion justement à tenir compte et à mettre en place sur différents stages. On voit aussi l'Arena de Paris. Donc, ça a été un match quand même, pour revenir à ce Toulon, Stade toulousain. On voit la performance quand même des Toulonnais. Je crois que c'est 32 points pris sur les 9 derniers matchs. Oui. Donc, c'est énorme pour eux. Et ils ont un gros match qui les attend le week-end prochain à Bordeaux pour Et toi? encore valider le plus possible la possibilité justement de rentrer dans les 6 qualifiables. Urios l'a dit, hein. Ouais. Urios l'a dit hier en interview. Elle a dit on se prépare déjà pour Toulon. Donc il sait que ça va être compliqué. Qu'est-ce qui se dit, Francis, là-bas? Et de nouveau, on considère le RCT comme un possible qualifié? On a toujours respecté le rugby club toulonnais. Le rugby club toulonnais est une identité forte du rugby français et même au-delà des frontières. Et qui plus est, avec un manager comme Christophe Urios qui a énormément de respect déjà dans son entité pure. On sait que c'est un homme de combat qui aime justement avoir des duels, prendre le dessus sur l'adversaire. Il a construit déjà son équipe au niveau de cette trame-là, donc avec des marqueurs forts, la conquête, la mêlée, la touche, la défense et les zones de ruck. Donc, on respecte énormément le rugby club toulonnais. Et il n'y a jamais été question, même dans la problématique de la saison, parce que si on voit cette saison, tous les clubs ont eu des problématiques, des blessés, des absents, des sélectionnés. On est sorti du Covid, des matchs qui ont été de Coupe d'Europe décidés sur tapis vert ou dans des bureaux par le PCR. Donc, on a eu tous les matchs, tous les tas des équipes ont eu des problématiques, que ce soit Toulon, Toulouse, Bordeaux ou le Racing. Donc, on respecte autant le rugby club toulonnais, si ce n'est plus. Et honnêtement, pour en avoir discuté avec certains joueurs, c'est une équipe qui actuellement fait peur. Francis, tu me tends la perche avec ton analyse là, parce que je reviens à mon cheval de bataille là, sur les doublons, sur les joueurs qui sont à disposition du 15 de France et qui peuvent pas jouer pour leur club, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelques clubs qui sont décapités par ces prises de position. Regarde, même après la trêve internationale, Toulouse est venu sans Ntamak et Dupont parce qu'il fallait qu'ils se reposent, parce qu'il fallait les préparer pour d'autres échéances. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas très sérieux quand même, non? Ben, il est évident qu'on a on a une saison 2021-2022 un petit peu sensible à tous les niveaux. Je dirais c'est un match en demi-temps, une première mi-temps où eh bien le Toulon a commencé par un match nul contre le MHR. Il a enchaîné des blessés, il a enchaîné des suspendus, il a enchaîné des joueurs qui sont partis dans leurs sélections respectives. Donc ensuite, le PCR qui est venu mettre son grain de sel et une seconde mi-temps qui, maintenant, depuis le mois de février, on retrouve justement les collectifs dans chacun des clubs, je dirais du top 9, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un décrochage, mais ça pose problème. Ça pose problème avec du Stade Toulousain qui a perdu 7 fois d'affilée. L'UBB, après 8 victoires d'affilée, ils sont à 9 défaites d'affilée jusqu'à hier soir. Donc, ça fausse complètement ce championnat. Alors, il est vrai qu'il y a toujours la problématique des dates. Et pour en avoir discuté, avoir invité justement Max Guazzini il y a 3 semaines, comme il me dit, on ne peut pas jouer en semaine. Mais c'est vrai qu'il faut faire la part des choses où on donne plus de visibilité au top 14, où on prend une manne financière supérieure avec la fédération qui vous met les matchs de l'automne, qui vous met aussi une coupe à jouer en Angleterre contre 3 équipes. Donc, il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est la Fédé et la Ligue qui doivent le faire. On s'en sortira jamais, quoi. Mmh. Mais malheureusement, c'est un des rares sports où c'est comme ça. Hein. Au football, il y a des fenêtres internationales, il y a des... au hand, quand l'équipe de France joue un tournoi, les clubs ne jouent pas. Au basket, pareil. Donc, je pense que le rugby devrait un peu s'inspirer de ces autres sports co, quoi. Oui, mais il y a une manne financière derrière. Et la manne financière, pour l'instant, prend le dessus sur le terrain.
Moi, je voudrais un petit mot de Yves Mérins sur la remontada des Toulonnais. Francis l'a évoqué, les 32 points pris en quelques matchs. Un petit mot sur cette remontada de ce club toulonnais. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ils ont récupéré leurs meilleures armes. Ils ont de nouveau des joueurs. Alors, il n'y a pas que l'équipe de France. Il y a aussi quelques blessés. Bon, là, ils ont toutes leurs forces vives en même temps. Et puis, bon, d'une façon incroyable, il y a un joueur qui est au-dessus de tout le monde en ce moment. C'est Gabin Villiers qui te change tous les matchs auxquels il participe. Gabin Villiers, c'est sans Gabin Villiers ou avec Gabin Villiers, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est un joueur extraordinaire. Il y a longtemps que j'ai pas vu un type comme ça. Il faut sur deux un joueurs. terrain. Toujours dans une équipe, il faut un joueur fulgurant. Et lui, voilà, c'est lui. Il est capable d'aller gratter un ballon, de créer un exploit comme il a fait sur le petit jeu au pied rasant, récupérer un ballon devant 3-4 défenseurs et s'en sortir et aller marquer. Voilà, et le bon retour de Charles Olivon aussi. Oui, bien sûr, Charles est en train de monter crescendo et c'est vrai que voilà, il revient de loin. Et puis bon, il a une énorme envie. Il a une énorme envie avec le club, bien sûr, de Toulon, parce que ça passe par là, mais aussi de retrouver l'équipe de France. J'ai jamais vu un ailier être aussi actif dans tous les points du terrain. Jamais. Il y a eu des hors normes, des Jonah Lomou, des Dominici qui allaient partout. Aussi, Mais lui. Puis il est efficace surtout. Et oui, et tu sais pas s'il est aussi fort devant, au milieu, en distribution, il vient souvent remplacer Serein, il est toujours à disposition, et puis c'est un finisseur, quoi. Mais c'est un joueur qui vient du 7. Et au 7, on accumule les tâches. On peut être plaqueur, gratteur, un soutien offensif. Polyvalent. Voilà. Polyvalent, oui, bien sûr. Et puis il est costaud. Puis la qualité technique, de vitesse, puncher. Je l'ai vu affronter une troisième ligne ou une deuxième ligne contre Toulouse. Là, il ne s'est pas dégonflé. Un puncher. C'est vraiment un type hors norme. Ce qui fait que les Toulonnais sont plus très loin du top 6. Maintenant, on y croit. Il reste 3 matchs. Certains disent qu'avec 2 victoires, ils vont s'en sortir. Bon, ils ont un calendrier quand même. Il y a section paloise, oui. Il faut aller à Bordeaux. Là. Et aller au Racing. Mais Bordeaux craint Toulon. Urios, hier, dans les interviews un petit peu d'après-match, ils sont allés gagner à Montpellier quand même. C'est une bonne nouvelle pour nous, C'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils se sont mis un petit matelas de confort. C'est vrai. Peut-être qu'ils peuvent se permettre une défaite. Ouais, c'est ça. Donc ça va être un match très intéressant à suivre. Et ça sera une belle surprise. Le 1er mai, effectivement, à Bordeaux-Bègles, pardon. Et après, il y aura le Challenge Cup également. Oui, bien sûr. Les Toulonnais qui sont en quart de finale. Contre les London Irish. À domicile, tout le long. À domicile, ouais, c'est ça. Francis, la Coupe du Monde en France. Belle idée, belle réussite. C'est déjà un succès, même à un an de la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. On l'attendait depuis très très longtemps, cette Coupe du Monde. Je crois que la dernière, c'était en 1987. Non, en France. Oui. En 2007. 2007, pardon. 2007, ouais, mais elle était moitié-moitié, non 2007. Oui, voilà. Il y avait le match à l'extérieur. Là, tout se passe en France. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, ça coïncide avec un petit peu le réveil du rugby français. On a vu que depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Fabien Galtier, eh bien, on attendait justement un titre, parce qu'il faut valider tout ce travail par un titre. Et le titre est venu justement à point nommé. Maintenant, c'est la vérité d'un jour J. Ce n'est pas la vérité dans un an, parce que dans un an, vous pouvez avoir le plus beau effectif du rugby, de l'un des plus beaux effectifs du rugby mondial, avec des joueurs de calibre dont on vient de parler, Antoine Dupont, des Ntamak, des Gabin Villiers. Mais que sera-t-il ces jours-là dans un an? Donc, en attendant, c'est vrai qu'il y a une ferveur aussi populaire énorme. On le voit ici dans le sud-ouest. J'en ai discuté aussi avec Jean-Baptiste Lafont, justement à Paris, où tout est en train de se mettre en place. Il va y avoir beaucoup de manifestations aussi. Donc, c'est très, très bien. Alors, cela ne veut pas dire parce qu'on a gagné le tournoi que l'on va gagner la Coupe du Monde. On a précédemment gagné le tournoi et on a été ridicule en Coupe du Monde. Mais force est de reconnaître que toutes les étoiles semblent être alignées au niveau de la Fédé, au niveau de la Ligue, au niveau des clubs, qui jouent aussi un rôle important dans la distribution des internationaux et de leurs joueurs sélectionnés. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans la période de calme. Il faut que ça dure jusqu'à l'année prochaine. Bernard Laporte nous avait fait une remarque récemment dans cette émission. Il nous disait que pour la première fois, on pouvait démarrer une Coupe du Monde en espérant la gagner, voilà, et sans se cacher. Voilà, donc c'est quand même une évolution terrible, quoi. Oui, mais cela aussi se justifie par les résultats de l'équipe de France, mais aussi par le vivier que l'on a. Parce que Aubin le sait, avec les moins de 20, ils ont été champions du monde.
il y a un vivier énorme dans ce rugby français. Donc, il faut trouver toute l'alchimie. Ce n'est pas uniquement peut-être les meilleurs qui vont jouer. Il faut des décideurs, il faut des porteurs d'eau, entre guillemets, qui sont indispensables à la vie des décideurs et des cadres de l'équipe. Et il faut trouver justement cette alchimie. Mais seulement, attention, il va y avoir les Néo-Zélandais, il va y avoir les Sud-Africains qui sont champions du monde sortant. Ce sera pas facile du tout, mais celui qui va apporter le plus d'oxygène, je pense, c'est le public français. Comment on fait pour pas se mettre de pression justement au début d'une telle compétition? Parce que là, il y a une pression. C'est impossible. C'est C'est impossible. impossible. Il y aura de la pression sur l'équipe de Mmh. France, bien sûr. Coupe du Monde organisée par son pays. On va voir la suite des résultats, parce qu'entre-temps, il va y avoir des tournées, il va y avoir encore un tournoi des destinations. Donc, on va voir un peu comment se comporte cette équipe de France. Il va y avoir aussi des essais. Il va y avoir malheureusement aussi des joueurs blessés au moment Ouais. moment Non, mais il y a la, important. Donc voilà, il y a la il y a tout ça. pression, Aubin, Mais il y a la pression la pression médiatique. positive et la pression négative. Oui, Là, mais après ça- ça, je pense que l'équipe de France et Fabien Galtier a quand même l'habitude, et Raphaël Ibanez ont quand même ces deux personnages du rugby français à la tête du 15 de France qui ont connu cela. Donc ils savent comment les mettre à l'abri un petit peu de tout ça. Mais incontestablement, elle y sera la pression. Et c'est légitime. Le sport de haut niveau demande justement ça. Et la capacité à ces joueurs-là de se surpasser dans ces moments-là, eh bien, va faire la différence ou pas. J'ai l'impression qu'ils ont un coach qui est plus à l'aise en sélection qu'il était en club. Oui, mais c'est Fabien différent. Galtier. Mais c'est un métier différent, mais je pense Oui. qu'il est plus à l'aise dans ce métier-là. Et puis, il a beaucoup de très très bons joueurs de classe mondiale en même temps en ce moment. Et puis, il y a une idée, mais je crois qu'elle vient des U20, cette idée que je trouve géniale. Ils ont arrêté de dire les titulaires et les remplaçants. Bien sûr. Ils disent les titulaires et les finisseurs. Et je trouve que psychologiquement, c'est extraordinaire. C'est un travail qui avait été fait avec Sébastien Picorni et les jeunes, parce que tout simplement, et par l'aide de préparateur mental de la fédération. Donc tout simplement, c'est que on voulait plus mettre cette identité à ces joueurs qui allaient finir le match de remplaçants, voilà, parce que on te dit, ben, t'es remplaçant de, non, eux ils vont commencer le match sur ce match-là, et vous allez le finir. Peut-être que la prochaine fois, c'est vous, les finisseurs, qui allez commencer le match. Voilà, et c'est pour ça c'est quelque chose de psychologiquement important. Francis Laglaise et Aubin Hubert sont nos invités dans Côté Sport avec Yves Mérins. Francis Laglaise, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu es consultant également pour une radio régionale, hein, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour la radio ARL, après avoir été à Sud Radio pendant des années. Et au niveau du rugby, tu vas revenir dans le rugby? Tu y es toujours? Quelle est quelles sont tes fonctions actuellement? Alors, pour l'instant, officiellement, je n'en ai pas, même si je suis en rapport avec certains clubs où je suis passé dans ma carrière rugbystique pour donner quelques conseils ou pour répondre à certaines interrogations sur la façon de jouer de telle ou telle équipe. Bon, je vous rassure, ce n'est pas le Rugby Club Toulonnais, puis je ne le ferai pas. Donc, mais c'est vrai que bon, j'ai entraîné en Fédéral 1 et Fédéral 2 et bon, certaines portes se sont ouvertes là récemment, il y a une quinzaine de jours, pour tout vous dire, avec des équipes de Pro D2 et deux équipes de Top 14 pour rentrer peut-être dans un staff technique, mais bon, tout est encore à peaufiner. À propos de fédéral, d'ailleurs, il faut souligner les deux bons résultats des clubs locaux. Hein. Hier, Carqueiranne-Lacros qui est allé gagner à Groyer 23-13 hier hein, pour les phases finales. Et puis la Seigne qui a mis une raclée à Mazamet 43-10 à l'extérieur aussi. Donc c'est bien emmanché pour une très belle fin de saison. C'est pour les clubs, effectivement, du département. Tu restes avec nous, Francis Laglaise, on va parler de football. Alors, bon, je suppose que tu t'intéresses également au football. Un numéro 10 et un numéro 9, ça joue bien au football en général. Ben oui, parce que pour tout vous dire, j'avais Didier 14 Deschamps t'a ans. contacté. Non, mais non, pas jusqu'à là. Mais quand j'avais 14 ans, et j'avais été pris pour recruter, détecté par le TFC. Et pour tout vous dire, je préférais à la base la mentalité du rugby, mais je préférais le jeu technique du footballeur. Et c'était parce que j'avais un papa qui était capitaine de Bagnères à l'époque, mais justement avec Jean Gachassin et tout, dont Aubin a parlé précédemment. Et j'ai choisi un petit peu le rugby parce qu'un papa faisait du rugby. Et sinon, je me serais dirigé
certainement vers le football. C'est dommage pour Toulouse, hein, ils ont manqué le deuxième Marsico. Oui, tu veux dire physiquement, c'est sûr. Techniquement, je ne sais pas. Je pense qu'il mangeait plus de pizza que toi, hein, Oui, ça c'est sûr. l'Argentin. Mais il était On va 100 fois parler- meilleur. On va parler, Francis, tu restes avec nous, on va parler de football justement et de Ligue 1, bien évidemment, puisqu'il y avait la 34e journée qui s'est déroulée ce week-end avec le carton de Lyon, 5-2. Alors, je pense que tu vas peut-être dire un petit mot de Jean-Michel Aulas. Je Yves. voudrais d'abord pousser Mais vas-y. un énorme coup de gueule. Je trouve que le football français est aujourd'hui malade de ses tribunes. Il y a des scandales tous les week-ends. Les ultras prennent le pouvoir, les ultras font n'importe quoi. À Paris, ils ont réussi le tour de force d'être champions sans fêter le titre. Ouais. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. À Lyon, Aulas a été obligé de hurler parce que ils ont insulté Karl Toko et Cambi, enfin, d'une façon incroyable. À Saint-Étienne, ils ont failli faire arrêter le match avec les fumigènes, etc. À Bordeaux, c'est la guerre. À Nantes, une fois sur deux, la famille du président est remise en cause. À Lille, ça gueule. À Nancy, ils ont réussi le tour de force. Nancy, l'équipe de Platini, hein, ils sont derniers de deuxième division. Ils ont réussi le tour de force de faire arrêter le match. Donc là, ils vont y aller officiellement, national. Bon, je trouve que c'est scandaleux. Le football est malade. Le football est malade de ses tribunes, pas de son terrain, de ses tribunes. Et je me demande bien, et je pose la question, que fait la fédération et que fait la Ligue de football? Voilà, un silence assourdissant. Personne n'intervient. Noël Le Graët, le président de la Ligue, personne n'intervient. On va dire que c'est Voilà. l'affaire des clubs, des présidents, voilà. On va dire que c'est l'affaire. Ah oui, mais je pense qu'il y a une fédération, il y a une ligue qui organise le championnat, ils sont quand même partie prenante, hein, donc ils pourraient un peu tirer la sonnette d'alarme. Jusqu'où ça va aller cette histoire? Donc je suis scandalisé par ces comportements-là. Voilà. Aubin, tu as un petit mot à dire? Ben ouais, j'ai vu un petit peu l'altercation qu'il y a eu au LAS avec les supporters un peu. Hein. Alors que Lyon s'est imposé 5-2 Ouais, face à mais Montpellier. alors, je sais pas si c'était sur ce match-là, mais j'ai vu C'est des ça, images oui, sur les c'est réseaux. ça. Je trouve ça un peu dramatique. Et oui, attention à pas donner trop d'importance aux gens dans les tribunes. Voilà, ils sont là, c'est vrai, ils investissent de leur argent personnel pour acheter les abonnements et tout. Mais voilà, ils sont là pour supporter l'équipe, pas pour mettre le bordel et faire suspendre leur terrain, quoi. Alors un petit mot de Francis Laglaise, puisqu'il est bordelais, Francis Laglaise. Bordeaux est relégable. Alors que toi tu penses justement par rapport au football et du sujet qu'on vient d'évoquer? Mais il y a eu quand même cette problématique dans les divers championnats. Je pense notamment en Angleterre, je pense en Allemagne aussi, avec des décisions fortes et des sanctions fortes qui ont été faites, justement accomplies dans les stades, vis-à-vis des supporters, des soi-disant supporters. Donc, pourquoi ne pas aller jusqu'à des sanctions fortes? Car le club est responsable de ses supporters. C'est sûr qu'on n'entend pas la Ligue ni la Fédé, mais le club, déjà, les différents dirigeants, patrons des clubs, présidents, doivent prendre des sanctions pour que cela ne se déroule pas, parce que ça nuit au rendement sportif. Ils sont ensuite sur le terrain, à l'image des Bordeaux, des Girondins, ils sont en difficulté. Quand vous pensez qu'à Nantes, ils gagnent 2-0 en seconde mi-temps et ils perdent 5-3. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans une sphère un petit peu difficile, où on voit même Costil se battre pour des propos racistes non tenus avec des supporters. Mais je dirais, où va-t-on? C'est une escalade là qu'il faut arrêter irrémédiablement, sous peine d'avoir vraiment des grosses difficultés où on ne pourra plus revenir dessus. Francis, tu es bien placé pour le savoir, parce que Bordeaux, c'est quand même un cas de figure extraordinaire. Je pense qu'on récolte un peu ce qu'on mérite aussi au niveau des présidents. On a quand même un paquet de pitres qui viennent de l'étranger, qui connaissent rien au football, hein, des Américains, des Russes, des gens en France. Bon, celui de Bordeaux aujourd'hui, il était à Lille, il a mis une équipe de F1 en faillite. Enfin, ce sont des mercenaires du sport professionnel, quoi. Donc,
Avant, j'ai connu une époque où il y avait des grands présidents dans beaucoup de clubs. Hein, bon, il en reste plus qu'un aujourd'hui, c'est Aulas. Ouais. Les autres, bon, les Nicolin, Les Gervais les Martel. Molinari, les Martel, les machins, ils ont tous disparu. Hein, ils sont remplacés par des financiers qui comprennent rien au football, qui se servent du football et des clubs pour faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y en a qui font faillite avec ça. Donc, on a un peu ce qu'on mérite aujourd'hui. Tout à fait. Je te rejoins à 100% dans la mesure où ces étrangers, pour la plupart, viennent investir. Ce sont des investisseurs. Et ils donnent 10 euros, il faut que ça leur apporte 50 euros. Peu importe si le club descend, s'il n'y a plus cette authenticité avec les supporters et avec la ville, voire la région, ce n'est pas leur problème. Leur problématique, c'est gagner de l'argent là-dessus. Et lorsque vous êtes dans cette problématique-là, eh bien, au niveau sportif, vous le ressentez. Mais il y a aussi autre chose, car certains, tu as parlé d'Aulas, il y avait quand même Bernard Tapie avant, il y en avait certains, ils savaient faire marcher et le sportif et le financier, car ils s'entouraient de très bonnes personnes et ils avaient une connaissance. Mais ces investisseurs-là, en plus d'être dans le business, ne s'entourent pas des bonnes personnes au niveau sportif et n'ont pas la moindre délégation à faire pour le terrain. Voilà, on va clôturer ce chapitre football, peut-être en parlant des résultats aussi des clubs du département. Hein. Il y en a 3, il y a Fréjus, il y a hier 83 FC, puis il y a le Sporting Club de Toulon. Alors Fréjus... Hier c'est un petit peu mis à l'abri en battant la réserve de l'OM. 2-0. Réserve de l'OM, dernière de son National 2. Hein. Quand on dit on mise tout sur la formation, ils sont derniers. Hein. Bon. Toulon est allé faire match nul à Saint-Priest, un partout. Fréjus a encore perdu contre Rumilly, le 13e, donc c'est bien. Et il s'est offert une petite crise la semaine dernière en virant Jean-Guy Valem, responsable de tous les maux, bien entendu, comme d'habitude, c'est l'entraîneur, et en le remplaçant par Charlie Paquille. Donc voilà, beau bilan encore des clubs de National. Voilà, National 2, groupe C, Fréjus Saint-Raph est 7e, hier 83 FC est 10e, juste devant le Sporting Toulon-Var 11e, qui ne réussit pas à faire mieux que ça avec Jean Tigana, pourtant manager général. Bon, avec ces deux bavards, l'heure a tourné quand même. Donc on va passer très vite pour souligner un beau doublé en moto GP par les Français, Quartararo et Zarco. Verstappen qui a gagné un beau Grand Prix avec une petite bêtise de Leclerc à la fin qui ne fait que 6e. Bon, les Français sont pas là, Gasly et Ocon ne sont pas dans les points. En cyclisme, on a vu une très très belle victoire de Remco Evenepoel dans Liège-Bastogne-Liège, avec une chute incroyable du champion du monde. Qui a choqué Romain Bardet. Julien Alaphilippe, qui est à l'hôpital et qui est bien amoché. Il faudra qu'on souligne un petit peu qu'aujourd'hui démarre la semaine olympique à Hyères en voile. C'est un très très bel événement qu'il faut aller soutenir, c'est un beau spectacle. Et puis je voudrais dire un petit mot sur le basket, le HTV qui se prépare à jouer les playoffs. On lui avait enlevé sa petite salle des Rougières, hein. On lui a enlevé sa grande salle de l'Espace 3000. Il n'arrive pas encore à prendre rendez-vous pour le Palais des Sports parce qu'il y a le futsal et le handball, ce que je peux comprendre. Donc il va encore jouer à Carqueiranne le samedi 7 mai au gymnase du Grand Chêne contre le Canet. Bon, c'est un match qui compte pour du beurre, même s'il ne faut jamais lâcher un match, parce que maintenant il y a une préparation des playoffs et les playoffs, la saison va se jouer sur 2 ou 3 matchs. Avec l'avantage du terrain pour Toulon. Et il faut vraiment aller les soutenir, il faut vraiment se bouger pour aller remplir parce que là, ça se jouera au Palais des Sports. Il faut vraiment faire un effort pour aller soutenir cette très très belle équipe au Palais des Sports pour gravir un échelon. Et pas que le public, hein, la presse également. D'ailleurs, Gilles Garcia avait poussé ici un coup de gueule, ça a été entendu apparemment, puisque Var Matin consacre un peu plus d'articles donc au hier Toulon-Var Basket. Non, mais il faut surtout remplir les tribunes quand même, parce qu'ils le méritent, et puis bon, il y a 1 ou 2 matchs à faire, donc c'est pas le bout du monde, et c'est un très beau spectacle, et je le répète, ces gens-là le méritent. Et puis il y a la montée nationale, donc il faut les encourager. Francis Laglaise, qui est avec nous en direct de Tarbes. Francis, désolé d'avoir écorché ton nom. Quand est-ce que tu viens à Toulon? Qu'on ait le plaisir de te voir, te serrer la main. Prochainement. Et je viendrai vous faire un petit coucou, justement. Et puis, certainement aussi pour les demi-finales, pour les phases finales à Nice, puisque les demi-finales auront lieu à Nice.
et je m'arrêterai quelques jours à Toulon. Francis, il a une qualité en dehors d'une amitié et d'une fidélité à toute épreuve, c'est que quand il vient à Toulon, il ne vient jamais les mains vides. Et comme c'est un épicurien et un bon vivant, Francis, le foie gras et le magret, on compte sur toi. Hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que de chez toi. Hein. Il pousse la porte avec les Mais pieds. tu as oublié une chose. Quelques bouteilles de vin dédicacées par, je sais, quelqu'un qui te tient à cœur. Hein, par mon idole. Oui. Par ton consommer idole, avec Francis modération. Cabrel. À consommer avec modération, on est obligé de le dire, Francis. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Alors, bien sûr, pas autour de la table, hein, mais donc en visio, et c'est très pratique. Merci Yves Meras d'avoir organisé cette... Le gang des tarbés. Voilà, c'est ça. Des starbés ou des tarbés? Tarbé. Des tarbés. Voilà, merci Aubin Hubert, merci Francis Merci Laglaise, et merci Merci Yves à vous. Meras. Merci de nous monde. avoir suivis. Merci Sissou. Merci, Alors, on te laisse. bisous, Aubin. À bientôt. Ciao. Au revoir, beau gosse. Ah oui, j'ai oublié de le dire, parce qu'on en a parlé en off. On peut féliciter Francis Laglaise, parce que c'est un disque d'or. Hein. Il a réalisé 2 millions de ventes quand il a fait de disques, hein, puisque tu avais fait. Donc, rappelle-nous ce que tu avais fait comme succès. C'était à l'initiative du président du Stade français, Max Guazzini, où on avait fait quelques télés et on avait sorti 2 millions de disques vendus. Les Droppers, c'était Ce soir on vous met le feu, qui avait été repris sur tous les terrains un petit peu, notamment de football et bien sûr de rugby, pour tout ça dans une certaine amitié, mais un certain professionnalisme aussi. Francis, pardonne-moi, mais je préfère garder l'image du joueur de rugby que tu as été. Mais je compte la garder aussi. Très bien. À bientôt. On va terminer sur ce sourire. Merci de nous avoir suivis. Merci Aubin, merci Yves, merci Francis Laglaise, et merci de nous avoir suivis sur Info 83.